Bonjour tout le monde, Éric Grenier ici avec mon ami Philippe J. Fournier pour cet nouvel épisode du balado Les Chiffres. Philippe, c'est le deuxième épisode de cette campagne électorale. Comment ça va? Ça va très bien, Éric. Le rythme est très élevé. C'est un marathon. Nous avons 2 semaines de compléter. La 3e semaine commence demain. Et toi, Éric, est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que tout va bien de ton côté? Ça va assez bien. J'admets que ce matin, c'est un peu difficile, mais on va continuer. Je pense qu'on va commencer juste avec nos projections au Québec et au national aussi. Pas beaucoup de changements depuis les dernières semaines. Les libéraux sont toujours dans une position majoritaire. Mais toi, combien de sièges maintenant pour les libéraux? Donc, au moment où nous enregistrons cet épisode, le site web n'est pas encore mis à jour, mais je peux dire en primeur, Wow. j'ai 196 sièges au Canada pour le Parti libéral, 122 pour les conservateurs, 16 pour le Bloc, 8 NPD, 1 vert. Au Québec, 49 libérales, on va se reparler de ça. 16 blocs, 12 conservateurs, 1 NPD. Et toi, Éric, quels sont tes chiffres ce matin? C'est pas si différent que ça. Moi aussi, j'ai pas publié ces nouvelles chiffres-là, mais j'ai 203 sièges pour les libéraux, 118 pour les conservateurs, 17 blocs, 4 néo-démocrates. 4 néo-démocrates. Donc la moitié de tes projections, 1 vert. Et au Québec, c'est pas si différent, c'est 47 libéraux, 47. 17 blocs québécois, 13 conservateurs, 1 NPD. OK. Et le portrait du vote au Québec, c'est à peu près 43-44% pour les libéraux, et le Bloc et les conservateurs en égalité à 23%. Et ce sont les chiffres, ceux que tu viens de citer de ton modèle. Ce sont des chiffres qui tombent pile poil sur le sondage léger que nous avons eu cette semaine. Donc, c'était un sondage fédéral, mais avec un énorme échantillon. Il y avait 1000 répondants au Québec, 1000 répondants en Ontario, 500 en Colombie-Britannique. Ce qui nous permet d'avoir des sous-échantillons intéressants. Et Éric, le rapport uniquement québécois de ce sondage fédéral n'a pas été publié par les médias de Québécois, alors que d'habitude c'est le cas. Mais je l'ai obtenu. Wow. Et j'aimerais ça, bien sûr, t'en parler, parce que, encore une fois, si on regarde le sondage léger et nos projections, le sondage léger est dans la moyenne. Il y a des sondages présentement qui donnent une avance plus importante encore pour le Parti libéral. Allez voir les chiffres de Nanos, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de rouge au Québec. Et d'autres qui donnent une avance plus modeste pour les libéraux. Mais tous les sondages présentement accordent au PLC l'avance au Québec. Par quoi est-ce qu'on commence? Je pensais peut-être à regarder par les francophones. Parce que bien sûr, la majorité francophone au Québec, ça fait 2 élections que le Bloc remporte le vote francophone. Et là, on regarde ça, 36% libéral chez les francophones au Québec. 30% Bloc, 23% conservateur, 6% NPD. Éric, plusieurs observateurs et lecteurs qui vont voir, toi et moi, projeter plus de 45 sièges pour le Parti libéral au Québec, pourraient se demander pourquoi. La réponse est là. C'est que c'est pas seulement l'île de Montréal et Laval. Si les libéraux sont en avance chez les francophones, il y a plusieurs circonscriptions, particulièrement dans les banlieues de Montréal et en région, qu'il faudra surveiller. Oui, et j'ai pas beaucoup additionnel à dire à propos de ces chiffres-là. Parmi les non-francophones, il y avait une division entre les anglophones et les allophones, mais entre les deux, c'est à peu près 62-63% Exact. pour les libéraux. Pour les conservateurs, c'était entre 23 et 24%. Ça indique que, oui, c'est fini les Les espoirs conservateurs? Oui, les espoirs de remporter Pierrefonds Dollard ou Montréal, je pense pas que c'est possible avec ces chiffres comme ça. Mais c'est le fait que c'est plus que 60% pour les libéraux parmi les non-francophones. C'est pour ça que le vote parmi les francophones je dis pas que c'est serré, mais c'est pas une avance comme de 15 points, de 20 points.
pour les libéraux, 6 points, ça indique que ça va être quand même compétitif entre le Bloc et les libéraux. Mais on sait qu'avec notre système électoral, ça peut pénaliser le parti qui est en deuxième place. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est possible pour les libéraux de remporter la majorité des sièges au Québec. L'affaire aussi, c'est que si on regarde les résultats des élections de 2021, le Parti libéral avait remporté les suffrages au Québec par environ 2 points, ce qui veut dire qu'il avait probablement perdu le vote francophone par 10 points. Là, s'il gagne le vote francophone par 6 points, c'est un revirement quand même assez important. Ouais. Et dans les chiffres régionaux, parce que dans le sondage léger, il y a les découpages habituels, c'est-à-dire Montréal, Québec et le reste du Québec. Dans le Grand Montréal, ça c'est bien sûr l'île de Montréal, Laval et le 450, 51 libéral, 21 pour le Bloc, 30 points d'avance et 19% pour le Parti conservateur, le NPD à 4 seulement. À 4. Premièrement, le NPD à 4, je commence à être nerveux pour Rosemont la Petite Patrie. Ouais. Je pense que la marche était suffisamment haute que M. Boulris pourrait s'en tirer, mais on est habitué de voir un 10-12%. Quand on voit un 4% pour le NPD, ça commence à être inquiétant. Mais 30% d'avance pour le Parti libéral, ça, c'est pas seulement à l'île de Montréal et c'est pas seulement à Laval. Alors, si on regarde dans les couronnes, il y a Rivière-des-Mille-Îles, il y a Terrebonne, Thérèse de Blainville, sur la couronne sud, Longueuil-Saint-Hubert, Saint-Jean, Châteauguay, les Jardins de Napierville, plusieurs de ces sièges-là qui auraient été facilement bloquistes il y a quelques semaines, pour l'instant, je les ai en teinte de rouge. Et si le Bloc perd ces circonscriptions-là, ça pourrait faire des pertes nettes, parce que le Bloc, pour l'instant... T'as dit, t'avais combien présentement pour le Bloc? 17 sièges, c'est ça? Je pense que oui. Moi, j'en ai 16. Et soudainement, c'est que si les chiffres continuent de grimper, parce que la semaine dernière, Éric, je pense que le titre de notre balado, les chiffres, c'était « Les libéraux ont gagné la première semaine ». Mais si on se fie au sondage, les libéraux ont aussi gagné la deuxième semaine. Ouais. Et avec de tels chiffres, qu'est-ce qui nous fait dire que le Bloc pourrait se maintenir? Peut-être que le Bloc va devoir se battre pour atteindre le seuil de 12 sièges et le seuil de reconnaissance officielle de parti. Ça commence à être difficile. Les autres chiffres, à Québec, bien sûr, ça c'est un petit échantillon, mais quand même, 36% libéral à Québec, 33% conservateur, donc une égalité entre les deux, seulement 19% pour le Bloc. Ouais. Je pense que les Beauport vont aller avec les conservateurs. Ça ressemble à ça. Beauport-Limoilou, ça ressemble à ça. Et si on regarde en région, 34 libéral, 27 pour les conservateurs et le Bloc, 27 chacun. Et le NPD n'est pas dans la course. Le fait que c'est 27% pour les conservateurs dans le reste du Québec, c'est un peu intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est comme le centre du Québec, le Saguenay. Trois-Rivières, le Saguenay. Oui, le Saguenay, oui. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'ils ont déjà un siège à Chicoutimi. Ouais. Peut-être ils ont des chances à Jonquière. Et je ne sais pas si Montmorency, Charlevoix, ça compte dans à Québec ou est-ce que c'est dans le reste du Québec selon Léger. Mais ça, c'est un autre siège où les conservateurs ont des chances. Ouais. Dans le Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, ça indique au moins que les conservateurs sont dans une bonne position de garder leur siège hors la ville de Québec. Mais on ne sait pas si c'est possible de faire des gains. Mais 34% pour les libéraux, c'est élevé pour le Parti libéral dans les régions. Mais ça m'indique qu'on ne va pas voir des gains dans le... je sais pas, à Rimouski ou dans le centre du Québec, ou des choses comme ça. C'est comme le vote libéral, ça va être assez concentré où ils ont déjà des sièges en Gaspésie, le Canton de l'Est, l'Outaouais, dans les régions. Et le Mauricie, oui. Ouais. Peut-être Trois-Rivières encore. Peut-être Trois-Rivières. De ce siège. On parle beaucoup de ce siège à Trois-Rivières parce que c'était serré. Et je pense qu'on avait mentionné dans notre balado en anglais, Trois-Rivières, au niveau fédéral, n'a pas élu un député libéral depuis 1980, depuis le balayage de Pierre Elliott Trudeau. Donc, ça fait longtemps. Tu n'étais même pas encore vivant, mon cher Éric, et moi, j'étais un tout petit bébé.
Et sauf que, selon les chiffres que nous avons, on doit considérer Trois-Rivières comme étant un pivot, mais avec un penchant libéral. Le candidat bloquiste, c'est bien sûr c'est le candidat, le député sortant bloquiste, devrait être considéré toujours comme compétitif, mais avec les chiffres que nous avons, à moins d'avoir des chiffres hyper locaux, il faut donner un avantage au PLC à Trois-Rivières. Alors, j'ai regardé ce siège-là, juste un mot. Le score pour le Bloc québécois dans les dernières 2 élections, et même je pense en 2015 aussi, était un peu en dessous du vote du Bloc québécois au niveau provincial au Québec. Donc, Trois-Rivières est un peu moins bloquiste que le Québec. Donc, si on voit que le Bloc est à 23% au niveau provincial, ça indique qu'à Trois-Rivières, ça va être assez difficile. Parce qu'on n'a pas vu dans les dernières élections que le Bloc a surperformé. Surperformé à Trois-Rivières. Donc, oui, je pense que ça va être un cours à regarder. Je vois aussi que depuis 2015, le candidat qui a gagné à Trois-Rivières n'a jamais eu plus que 32% du vote. Donc, c'était souvent un course à 3 et même, on peut dire, un course à 4. En 2015. En 2015, oui. Donc, ça va être une circonscription à surveiller, certainement. Dans le sondage léger, le découpage homme-femme, on a vu plusieurs sondages fédéraux cette semaine et je les ai publiés sur les médias sociaux, qu'il y a un clivage important homme-femme au Canada. Chez les hommes, oui, les conservateurs sont soit légèrement en avance ou il y a une égalité statistique. Chez les femmes, ce n'est même pas proche. Nanos, ce matin, avait une avance, je pense, je vais le tirer ici, mais c'était plus de 25 points chez les femmes pour Mark Carney et le Parti libéral. Et donc, si on regarde les chiffres au Québec, je l'ai ici, c'est 52-29. Fait que ça fait combien, ça? Ça fait 23 points d'avance. Donc, je me suis trompé, c'était pas 25, c'était 23 points d'avance. Mais le sondage léger au Québec, chez les hommes, Éric, 42 libérales, 26 conservateurs, 24 blocs, NPD 2, ouch. Chez les femmes au Québec, 44 libérales, 23 blocs, 21 conservateurs, 7 NPD. Alors, on ne voit pas au Québec un important clivage homme-femme. Dans les 2 cas, le Parti libéral est en tête. Il y a une course pour la 2e place. Donc, ça veut dire que quand on regarde ces chiffres-là à l'échelle fédérale et qu'on voit un important clivage, il faut enlever le Québec de ça. Donc, ça veut dire qu'au Canada anglais, il y a un clivage encore plus important. Est-ce que ça pourrait devenir quasiment un des thèmes de cette élection, que les hommes et les femmes vont être divisés à ce point-ci? Peut-être. Et selon les groupes d'âge, ça c'est incroyable aussi, parce qu'on voit que parmi les plus jeunes, entre 18 ans et 34, c'est un course assez serré entre les libéraux et les conservateurs. Il y a une avance de 5 points au Québec, selon le sondage léger, 35% pour les libéraux, 30% pour les conservateurs, 15% pour le Bloc. Mais parmi les plus âgés, 55 ans et plus, 51% pour les libéraux, 28% pour le Bloc. 51%. Ça fait mal, ça. Ça, c'est beaucoup d'électeurs, ça. Oui, et c'est des électeurs qui vont aller voter. Ouais. Donc, quand on voit un sondage avec 43% pour les libéraux au Québec, mais 51% parmi les plus âgés, probablement, il va y avoir un prime à l'urne. Oui, un prime à l'urne gris. Parce qu'il va y avoir des électeurs plus âgés qui vont aller voter. Donc, ça, c'est un autre signe qu'il faut croire que les libéraux vont gagner si ça va continuer comme ça, parce qu'on ne voit pas des signes dans les sondages qu'on va avoir une surprise le soirée électorale. Du moins, je veux dire, toi et moi, nous savons d'expérience qu'il faut toujours avoir un petit peu de retenue dans nos impressions, parce que tout peut arriver, il y a des changements, mais si quelqu'un me disait aujourd'hui, soit au niveau fédéral, les conservateurs vont gagner, ou au niveau au Québec, au niveau provincial au Québec, que le Bloc va revenir, dans les 2 cas, je dirais, OK, je vous écoute, mais quels sont vos chiffres, quelles sont vos données? Tous les indicateurs que nous avons présentement pointent vers le Parti libéral. Et Aujourd'hui, exactement. Ouais.
Mais aussi, on a discuté de ça dans le balado en anglais, la solidité du vote, à quel point la base conservatrice est plus solide, plus fidèle et plus engagée. On voit présentement Pierre Poilievre qui a des énormes rallyes un peu partout au pays, mais c'est différent au Québec, encore une fois. Léger, gros échantillon au Québec. Pourcentage de mon vote est définitif versus mon choix de vote n'est pas encore définitif. Chez les libéraux, 58% disent que c'est définitif. 51% le disent chez les conservateurs, seulement 26% chez le NPD. Alors, il y a encore de la fluidité sur les petits partis. Bien sûr, le NPD, présentement au Québec, il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher là. Mais les électeurs libéraux au Québec semblent du moins, au minimum, autant commis et définitifs que les électeurs conservateurs. Ouais. Wow. Veux-tu passer aux questions? On a quelques questions de nos membres et bien sûr, on vous remercie d'envoyer ces questions-là. Ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions. Donc, Félix nous demande: l'élection partielle dans la circonscription provinciale de Terrebonne a été une victoire des plus décisives pour le Parti québécois il y a à peine quelques semaines. Et là, ce matin, dans mon modèle, 338 Canada, ça nous indique que c'est une circonscription pivot entre le Parti libéral et le Bloc. Donc, comment est-ce qu'on explique ça, Éric? Vote de contestation, bastion péquiste, bloquiste traditionnel, contexte économique. Je veux dire, évidemment, la circonscription provinciale et fédérale ne sont pas identiques, mais elles se chevauchent quand même suffisamment. Éric, qu'en penses-tu? Mais clairement, il y a des électeurs Kearney, Saint-Pierre-Plamondon. Mais il faut dire que le Parti québécois... C'est bizarre à entendre ça, c'est pour ça, ouais. Le Parti québécois est à 32% dans les sondages au Québec. Le Bloc québécois est maintenant à 23%. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas exactement le même électorat. Il y a des gens qui votent pour les autres partis au niveau fédéral. C'est dommage qu'on n'a pas des chiffres qui indiquent c'est quoi les intentions du vote selon les intentions de vote au niveau provincial. Mais je dirais que honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Est-ce que c'est à cause du fait que une élection partielle, c'est un électorat plus restreint, ou est-ce que il y a des électeurs qui votent pour le PQ au niveau provincial, mais pensent qu'il faut voter pour les libéraux au niveau fédéral? Je pense qu'il y a toujours une base qui est très convaincue pour chaque parti. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup des électeurs mous qui sont capables d'aller et à voter pour plein de partis. Je pense qu'on l'avait dit lors de notre diffusion en direct, lors de l'élection partielle. Le Parti libéral au Québec, le PLQ, est vraiment loin derrière le PLC au Québec. À Terrebonne, avec le redécoupage de la carte, la circonscription de Terrebonne, le PLC avait fait 29% du vote à la dernière élection. Alors, mon Dieu, le PLQ ne peut que rêver d'obtenir 29% dans une circonscription comme Terrebonne. Alors, il y avait une base libérale, et bien sûr, c'est aussi un message que, oui, le PQ a une victoire éclatante, on ne leur enlève rien, mais il y avait beaucoup de votes de contestation contre François Legault et la Coalition Avenir Québec là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer que les électeurs ne sont pas toujours aussi linéaires d'aller d'une couleur à une autre au niveau fédéral et provincial. Donc, et aussi, c'était une partielle avec un bas taux de participation. On s'attend à ce que la participation au fédéral, au Québec, soit quelque part entre 65 et 70%. Et dans Terrebonne, j'ai vérifié les autres élections, c'est toujours dans les mêmes eaux, des fois un peu plus élevés. C'est une circonscription où les gens participent aux élections. Alors, contexte économique, est-ce que plusieurs disent qu'il fallait punir la CAQ et récompenser le Parti québécois, mais au fédéral, on regarde la situation et on se dit c'est mieux que M. Kearney s'occupe de Donald Trump une fois élu? Peut-être, mais ne pas croire que les électeurs sont toujours linéaires dans leur chemin, dans leur fil de pensée. Et aussi, à Terrebonne, au niveau provincial, il y a vraiment juste deux options. Les conservateurs ne sont pas... Ils n'ont pas beaucoup d'appui dans ce secteur. Le Québec solidaire est en trouble. Les libéraux du Québec ne sont pas populaires. Donc, c'est entre le Parti québécois et la CAQ. Ouais. Et au fédéral,
il y a des autres options. Les conservateurs vont probablement avoir une quinzaine de pourcentage de vote dans ce comté-là. Et il y a les libéraux et le Bloc québécois. Je pense que certainement, beaucoup de caquistes vont probablement voter pour les libéraux dans cette élection. Mais c'est intéressant de penser que avec les chiffres qu'on voit maintenant, les Laurentides au moins les Laurentides plus près de Montréal. Les basses Laurentides, oui. Oui, ça va être rouge fédéral. Wow. Mais une élection au Québec, ça va être un bleu péquiste. C'est comme dans les années 80. Nous sommes compliqués. Ouais. OK, Yannick. Il semble que Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh soient en danger dans leurs circonscriptions respectives. On peut parler de Blanchet. Y a-t-il un scénario où Pierre Poilievre serait en danger dans Carleton, comme on dit en Gaspésie? Est-ce qu'on le dit autrement ailleurs? Parce que je sais qu'il y a un Carleton en Gaspésie, mais c'est-tu prononcé que différemment? En anglais, c'est Carleton, mais en Gaspésie, c'est Carleton. On dit le E, Carleton. Ouais. OK, je comprends. Carleton-sur-Mer. C'est pas. Juste en préface, est-ce que Yves-François Blanchet est en danger dans Belleuil-Chambly? Je sais que mes chiffres montrent maintenant une course serrée. Présentement, dans Belleuil-Chambly, j'ai, évidemment, ce sont des moyennes avec une énorme incertitude, on le rappelle à tout le monde, mais j'ai 41% pour le Bloc et 37% pour le Parti libéral. 37% pour le Parti libéral, ça commence à être élevé à mon goût, mais avec les chiffres qu'on vient de vous donner de léger, qui donnent 30 points d'avance dans le Grand Montréal. Alors, si tu donnes 40 points d'avance pour les libéraux sur l'île, ça voudrait dire 20 points d'avance dans les banlieues. Alors, ouais, ça devrait être serré. C'est juste que, bien sûr, c'est difficile d'imaginer un tel résultat. Et François Blanchet avait eu 53% du vote à la dernière élection. Donc, ça, c'est ma préface. Okay. Éric, moi, j'ai une avance un peu plus importante pour Yves-François Blanchet, mais je pense que peut-être mon modèle donne un bonus plus important au chef. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que Pierre Poilievre est vraiment en danger dans Carleton? J'ai de la misère à croire. Carleton. Honnêtement, je pense que non. Je sais que les libéraux sont en bonne position en Ontario. Et on a vu des sondages à Ottawa qui indiquent que ça va mal pour les conservateurs. Mais Carleton, c'est pas Ottawa. C'est Ottawa juste officiellement. Ben oui, il y a des banlieues d'Ottawa, mais il y a beaucoup de petites communautés, il y a beaucoup d'agriculture. C'est un comté assez conservateur. Je pense pas que Poilievre est vraiment en danger. Mais si à la fin de cette campagne, c'est 50-35 en Ontario, peut-être. Mais avec une avance de 10 points en Ontario, on a vu déjà dans le passé que Pierre Poilievre était capable de gagner, même si les conservateurs étaient en mauvaise position en Ontario. Ouais. Donc, je pense pas qu'il est vraiment en danger. Mais je dirais pas que c'est 100% pour Pierre Poilievre. En fait, ça, c'est ma réponse, Éric. Puis je vais faire écho à ce que tu dis, je suis d'accord. Ce n'est pas conservateur solide dans mon monde, mais c'est conservateur probable. Je serais vraiment étonné. Parce que si les libéraux prennent Carleton, ça veut dire que ça a été vraiment une mauvaise soirée pour les conservateurs en Ontario. On parle de 95 sièges libéraux en Ontario, ce qui, je veux dire, si on ajoute 45 au Québec, je veux dire, le chiffre de 200 sièges, là, que pendant si longtemps on attribuait aux projections conservatrices, ça serait les libéraux qui l'auraient dans ce cas-ci. Ah ben, OK. Mais si Carleton va avec les libéraux, c'est probablement comme le 220e siège. Wow. Je pense pas que c'est le 200e siège. Mais on va finir avec cette question de Marc-Olivier, parce que c'est une question plutôt pour toi. Oui. Pourquoi les intervalles de confiance pour le NPD et le PLC sont aussi grands dans le modèle de Philippe pour le Nunavut? C'est une bonne question. Merci Marc-Olivier. Ma réponse va être la même qu'avec l'île du Prince-Édouard. En fait, il y a une relation entre l'incertitude et la population de la circonscription. Au Nunavut, et là peut-être je vais dire une niaiserie parce que j'ai pas les chiffres devant moi, mais je crois que la population, je pense qu'il y a environ 25 000 électeurs.
alors que dans plusieurs circonscriptions au Canada, on parle de 90 000 ou 100 000 électeurs. Alors, ça veut dire que si tu arrives à convaincre 800 personnes de ton quartier à voter pour toi, ça peut faire une énorme différence, alors que dans Terrebonne, par exemple, ça ne ferait pas une grosse différence. Alors, une plus petite population veut dire une plus grande incertitude. C'est aussi simple que ça. Et aussi, on n'a pas des chiffres pour les territoires. D'ailleurs, j'ai reçu quelques courriels par rapport à ça cette semaine. Je pense que c'est des nouveaux lecteurs de mon site qui se sont plaints que sur la carte fédérale, ils pouvaient cliquer sur les grands comtés que sont les territoires. Mais sur la carte provinciale, c'est gris, ils ne pouvaient pas cliquer. Ils m'ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas nos sondages provinciaux, territoriaux? C'est injuste, on compte nous aussi. Et ma réponse était simplement, s'il y avait des sondages réguliers, ça me ferait énormément plaisir d'avoir les territoires dans mon modèle. Mais dans la dernière année, on a eu un sondage territorial, c'était au Yukon, et c'était un sondage coulé par le parti du Yukon. Donc, on n'a pas de données. Alors, je ne veux pas montrer des chiffres qui n'ont pas de valeur. Mais bref. Et aussi, Nunavut et dans les territoires du nord-ouest, il n'y a pas des partis, là. C'est tous des indépendants au niveau territorial. En plus. Oui, mais donc, je pense que... Le sondage, ça va être toujours gris. Ça va être indépendant, mais tel indépendant. L'autre indépendant. Donc, voilà. Ouais. OK. Bon, ça va être tout pour cette semaine, cet épisode du balado Les Chiffres. Merci, Eric. Oui, merci, Philippe. Qu'est-ce que tu penses que la semaine qui s'en vient, que ça va nous donner? OK. Fait que je crois que la prochaine semaine, et là, j'ai pas envie d'être dramatique ici, mais c'est la semaine avant les débats. Et donc, ça fait partie... Tu sais, les débats, généralement, bloquent les campagnes parce que les candidats doivent se reposer et se préparer et se mettre en huis clos pour se préparer. Alors, généralement, dans les 3 ou 4 jours qui précèdent un débat, la campagne est mise sur pause, par les chefs du moins. Alors, la semaine avant le débat, on s'attend à ce que les chefs soient à pleine couture, en train de faire la tournée du pays, des comtés pivots. Alors, je m'attends à ce que ce soit une semaine déterminante. Les débats vont être importants comme ils le sont toujours, mais la semaine avant les débats, c'est aussi la semaine avant le début du vote par anticipation. Donc, je pense que ça va être bien chargé. Et j'ai regardé mon horaire et si vous avez une télé ouverte ou une radio ouverte, vous allez probablement m'entendre aussi. Et Eric aussi, d'ailleurs. Ouais. Bon, merci beaucoup, Philippe. Merci, Eric.